aux intervenants qui m'ont rejoint pour continuer de parler d'international. À l'autre bout, Stéphane Courquin, vous êtes senior vice-président en charge de l'Afrique, de la division Afrique chez CMA-CGM. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. À vos côtés, Laurent Cohen, vous êtes le PDG de Corania, une marque de parfum, et on verra un peu plus en détail ensuite ce que vous faites. Et à mes côtés, Bernard Klenhoff. On a beaucoup entendu parler de vous depuis ce matin. Vous êtes le président de Rising Sud, l'agence d'attractivité et de développement économique de la région Sud. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être la première question, c'est pour l'entrepreneur. L'international, quand on parle d'international, on a entendu l'international, on fait venir, la France plaît, donc la France attire. Mais quand on est une PME du territoire, presque une ETI d'ailleurs, vous auriez presque pu être dans la table ronde de tout à l'heure, comment est-ce qu'on structure sa vision de l'international? On dit souvent l'international, c'est un levier, ça permet de faire de la croissance, mais comment on choisit son pays cible? Comment est-ce qu'on s'y prépare? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laurent Cohen. En effet, j'ai cette chance d'avoir l'international qui coule dans mes veines depuis de nombreuses années. Corania est une entreprise qui existe maintenant depuis 90 ans, qui a été fondée par mon grand-père, donc en 1934, sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la passion, et le deuxième pilier, c'est l'audace. Cette passion, c'est une passion pour l'univers de la parfumerie. Et je pourrais vous en parler pendant des heures. On développe des parfums qu'on vend dans une 50aine de pays à travers le monde. Et le deuxième pilier, c'est l'audace. Cette audace qui a permis à ce jeune homme de 21 ans, qui n'avait pas un centime, de créer son petit magasin près du Vieux-Port et de se dire « j'ai pas les moyens de vendre à des bourgeois français, je vais vendre à des marins qui vont vendre mes créations à l'international. » Et donc c'est vrai. Déjà. Comment ? Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Il était précurseur et ces valeurs, ce sont des valeurs qui nous habitent encore aujourd'hui chez Corania. Et cette audace, j'ai eu la chance de rencontrer de bon nombre d'exportateurs. C'est quand même une valeur assez commune à tous les entrepreneurs qui ont le courage et donc l'audace de développer une activité internationale. Donc comment est-ce qu'on choisit ? Je pense d'abord c'est une question de personnalité, c'est une question d'envie. Et un des leviers qui nous a permis, nous, depuis quelques années, de quasiment tripler notre chiffre d'affaires à l'international, ce sont des rencontres. Ce sont des entrepreneurs. Il y avait David Sussman il y a quelques minutes sur le plateau. David qui m'a beaucoup inspiré, qui a beaucoup inspiré d'autres entrepreneurs, mais pas que. Et toutes ces communautés qui sont créées, on a la chance en France d'avoir un tissu entrepreneurial extrêmement fort avec des gens qui ont du caractère, avec des gens qui ont du courage. Pouvoir faire en sorte qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse échanger, c'est le levier numéro 1 de la réussite à l'international. Et je pense aux communautés, bien évidemment, de BPI France. Je pense à la communauté des entrepreneurs de Rising Sud. Je pense à la communauté de Africa Link, par exemple, qui existe aussi et qui nous permet à chacun d'avoir une vision différente et de se dire, mais pour moi aussi, c'est possible. Alors, au-delà de se dire que c'est possible, c'est quand on y va, on peut décider, par exemple, je décide d'aller exporter au Maroc. Mais c'est peut-être pas le bon marché, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas avec le bon produit. Comment est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? Comment est-ce qu'on fait converger sa volonté, sa vision avec la réalité du terrain ? Pour moi, tout n'est qu'une question de rencontre. Il faut sortir de son bureau, il faut rencontrer du monde, il faut aller dans ces pays, il faut rencontrer des gens. Les États-Unis, qui est notre premier marché aujourd'hui à l'export, ça fait 20 ans que j'y vais, 20 ans, que je n'arrive pas à trouver. Je suis allé pendant 20 ans et pendant 20 ans, je n'ai pas trouvé le moindre interlocuteur fiable pour développer mes marques sur le marché américain. Et un jour, comme ça, je rencontre une personne, ça se fait, elle se trouve dans un moment de sa carrière où une opportunité se présente, je l'embauche et on avance et on développe. Et aujourd'hui, c'est 25% du chiffre de Corania. On a commencé il y a 4 ans et c'est encore en train de croître. Donc je ne considère pas qu'il y a... Bien sûr qu'il y a des territoires qui sont en croissance, bien sûr qu'il y a des marchés qui sont en croissance, mais je considère qu'au-dessus de tout cela, la relation humaine est essentielle et qu'il faut sortir de son bureau, il faut voyager, il faut rencontrer du monde. Et là, les opportunités se présentent
Et on comprend très vite, quand on a l'instinct entrepreneurial, on comprend très vite quand une opportunité est une véritable opportunité ou c'est une piste à ne pas creuser. J'ai envie de poser la même question à votre voisin de droite. Aujourd'hui, CMA-CGM est un groupe qui est très présent à l'international. Alors, je ne vais pas vous dire comment est-ce que tout a commencé, mais comment est-ce qu'on continue justement à garder un œil alerte sur ce qui se passe partout dans le monde et continuer à avoir une vision qui soit compatible avec les marchés visés? Bonjour à tous. Je pense que d'abord, il ne faut pas oublier d'où on vient. On a commencé comme une PME. On a commencé avec Jacques Saadé, le fondateur du groupe CMA-CGM, qui un jour a eu la malchance de quitter son Liban, ou la chance pour nous en tout cas, de devoir s'expatrier à Marseille en posant ses valises avec sa famille et en se disant je vais rester là pour quelques mois et je vais retourner dans mon pays. Finalement, il est tout le temps resté à Marseille et l'aventure a commencé là, en mettant un bateau qu'il a affrété entre Marseille et Lataquié. Et c'est comme ça qu'il a lancé cette compagnie. Ensuite, je rejoins ce que disait Laurent. Vous avez parlé de 2 valeurs. On en a 4 dans le groupe CMA-CGM. On a l'audace, l'imagination, l'excellence et l'exemplarité. Je pense que le mot audace est vraiment celui qui résume tout. Et c'est là où, quand Jacques Saadé va aux États-Unis, voit que le conteneur est en train de devenir quelque chose de très important, qu'il va ensuite en Chine, où personne n'était allé, qu'il rencontre une personne. Une fois de plus, vous avez raison, c'est une question de relation, de confiance. Et il dit à ce monsieur, qui est devenu notre patron de la Chine pendant des années, « Ouvrez-moi tout le réseau d'agences en Chine ». Il revient à Marseille, son COMEX, c'est 5 personnes, il leur propose d'affréter des navires entre la Chine et la France. Aucun des membres du COMEX ne valide cette proposition, et pourtant Jacques Saadé dit « Trouvez-moi des bateaux, et la semaine prochaine, remplissez-les ». Voilà, donc il y a ce côté audace, ce côté imagination, et c'est pas parce qu'aujourd'hui on est un groupe de 150 000 personnes et bientôt de 185 000 personnes, qu'on est dans 160 pays, qu'on touche 420 ports, je vais arrêter d'énumérer tout ça, mais on continue à être curieux, on continue à visiter. Je vous parlais tout à l'heure de mes fonctions actuelles, je suis en charge de la division Afrique, je continue à aller en Afrique, on en parlait hier soir avec Bernard. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des gens à rencontrer, il y a toujours des opportunités, et surtout il faut être curieux, et il faut comprendre comment le pays évolue. Si on parle de l'Afrique d'il y a 20 ans qu'on a connu Bernard et moi, c'est pas la même chose aujourd'hui. C'est plus la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une volonté des pays, vous mentionnez le Maroc, mais il n'y a pas que le Maroc, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo, le Cameroun, le Nigeria, tous ces pays-là aujourd'hui sont dans une dynamique de se prendre en main, de prendre réellement leur destin en main. Et quand on regarde l'Afrique, par exemple, c'est 1,4 milliard d'habitants en 2050. Alors, les chiffres varient un petit peu, mais entre 2,1 milliards et 2,5 milliards de personnes. Aujourd'hui, le Nigeria, c'est 250 millions d'habitants. C'est déjà le 3e plus gros pays au monde. Et sur ces 2,5 milliards d'habitants en 2050, 2 tiers auront moins de 35 ans. Donc, ce sont des indicateurs pour nous qui sont extrêmement importants et qui nous donnent raison de continuer à investir à la fois dans les gens, parce qu'on a tout notre réseau en Afrique, et c'est très important, on en parlait encore hier soir, il y a beaucoup de talents. Et c'est pas que du maritime, c'est pas que de la logistique, on y viendra peut-être que de l'aérien. Après, justement, sur ce qui peut être fait. Mais du coup, Bernard Klenov, tout ce qu'on vient d'entendre, c'est finalement c'est l'humain. C'est votre boulot, non, de mettre en relation les gens les uns avec les autres, si je le dis comme ça. Nous, comme les collègues qui sont là, on a 4 valeurs. Les rencontres et l'humain, les rencontres et l'humain. Comme ça, c'est plus vite réglé. Tout à l'heure, on a écouté Marie-Cécile et on parlait d'international. Nous, notre façon de faire, c'est de parler à tout le monde, au premier rang desquels les chefs d'entreprise, bien sûr, d'explorer ce qui se passe dans le monde, d'écouter ce que nous disent nos partenaires. Nos partenaires, c'est Business France, c'est BPI, c'est le réseau des chambres françaises du commerce et d'industrie, c'est les conseillers du commerce extérieur de la France, c'est la Team France de l'export. Et
Quand tout à l'heure Marie-Cécile nous parlait d'international et moi je vous parlerai d'attractivité, ce sont deux éléments qui fonctionnent absolument ensemble. Je donne toujours le même exemple. Si on veut vendre de la confiture du Vaucluse à un Canadien, eh bien, il faut lui vendre un petit bout de Vaucluse avec, sinon il aura du mal à acheter notre confiture. Et dans ce territoire où on n'a pas peur de changer quelques dogmes qui sont acquis, puisque vous savez que maintenant le soleil se lève au sud, on a un autre élément qui a changé. On entend habituellement les gens nous dire tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est archi faux, parce qu'ensemble on va plus vite et plus loin. Donc nous, notre relation, c'est de travailler avec les uns les autres, beaucoup d'activités sur l'attractivité et donc sur le foncier qui reste un élément majeur. Alors même si ce matin de bonne heure, mais il ne devait pas être bien réveillé, Christophe me reprochait mon bilan carbone parce qu'on va des fois un peu loin. Mais quand on va un peu loin, c'est aussi pour qu'on puisse attirer sur ce territoire régional exceptionnel des entreprises qui ont des fois des process et procédés un petit peu différents des nôtres et de voir comment on construit avec eux des éléments plus rapides pour qu'on ait de la valeur ajoutée, bien sûr, sur notre territoire, mais qu'eux en gardent chez eux. Nous, la base, c'est pas de dire on va faire de l'export ou on va exclusivement attirer des entreprises, c'est plutôt de dire on va créer des partenariats. Et aujourd'hui, on travaille sur des sujets d'exploration. On a fait une mission que je vais qualifier d'exploratoire au Brésil. Il n'en reste pas moins vrai qu'une des entreprises brésiliennes que nous avons rencontrées, que Business France a vue, était la semaine d'après notre visite à Choose France. Mais on fait aussi, puisqu'on entend dire qu'aux États-Unis, New York et Los Angeles seraient un petit peu, non pas en chute, mais en perte de vitesse, eh bien, on est allé voir ce qui se passe à Austin, au Texas, et à Miami, en Floride, parce qu'on nous dit que c'est là que les choses se passent, en sachant que, par exemple, la Floride, c'est aussi l'ouverture de l'Amérique du Sud. Et c'est tout ça notre rôle, d'accompagner nos entreprises, parce que tout ce travail qui est effectué par Rising Sud et par la région, c'est un travail à la disposition, au service et pour nos entreprises et les futures entreprises qui viennent s'installer chez nous. On a vu les résultats de 2022 avec des performances assez remarquables pour le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Eh bien, notre souhait, c'est de continuer à l'amplifier et de continuer à nous mobiliser, je dirais, quasiment au quotidien. Tout à l'heure, on a eu les témoignages de l'entreprise Carbone. Alors, il y en a d'autres dans les tuyaux qui sont en train de préparer leur installation, qui sont peut-être moins importantes en termes de nombre d'emplois, mais qui sont tout aussi importantes pour le territoire, parce que notre souhait aussi, et Marie-Cécile a raison de ne pas parler de réindustrialisation, mais de néo-industrialisation, notre souci aussi, c'est d'avoir en industrie, puisqu'il s'agit beaucoup d'industries, grands pourvoyeurs d'emplois, de faire du circuit court. Alors le circuit court en industrie, c'est pas le même qu'en agriculture. En agriculture, le circuit court, c'est prendre des tomates à 50 km. En industrie, le circuit court, c'est ce que j'appelle moi la vieille Europe, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, plutôt que la Chine, le Népal ou le Vietnam demain. Laurent Cohen, sur l'international, et pour continuer dans ce qu'on vient de se dire, on parle d'humain, on parle de rencontres finalement. Est-ce que c'est important de dire on y va tout seul, on y va accompagné, on s'appuie sur quelqu'un, ou finalement on suit son instinct d'entrepreneur? Déjà, il faut avoir conscience qu'on a une chance folle en France. Dans aucun pays du monde, la France ne laisse indifférente. La France est un pays où qu'on soit. J'ai fait des dizaines de pays. Quand on dit on est italien, on est espagnol, on est suédois, on est ok, français. Ah, vous êtes français. Donc ça c'est une chance folle et il faut en profiter. Il y a des images positives, négatives. Tout dépend du secteur d'activité, tout dépend de... Mais il n'y a pas d'indifférence et c'est essentiel de savoir qu'on a un impact sur les personnes qu'on côtoie. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui s'est transformé.
c'est un monde, le monde économique notamment, au sein duquel, pendant des années, l'argent était roi. Et malheureusement, en France, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais ce qu'on a, et on le sait, c'est des idées. Et le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde de valeurs. C'est un monde au sein duquel ces valeurs ont pris le pas sur l'impact financier. Et la force de la France, aujourd'hui, c'est toutes les valeurs qu'elle a pu porter au cours de l'histoire. Que ce soit des valeurs politiques, que ce soit des valeurs économiques. Mais en tout cas, les valeurs qu'a su porter la France, c'est un atout extraordinaire pour toutes les entreprises françaises. Parce que quand on arrive et qu'on est français, on se dit, ils ont changé le monde, ces Français. Dans l'histoire, il y a eu un moment où ils ont changé le monde. Vous voulez dire que ça facilite les choses ? Ça facilite les choses. Et c'est un levier aujourd'hui qui est de plus en plus utilisé par de nombreuses entreprises françaises. Si c'est pour avoir des milliards, on n'est pas très bon. Les Américains, les Anglais, tous les anglo-saxons ont une finance qui est bien supérieure à celle qu'on peut avoir en France. En revanche, les idées, l'audace, le caractère, toutes ces valeurs-là françaises qui ont fait aussi nos défauts, qui ont fait que parfois on n'a pas réussi il y a quelques années, c'est aujourd'hui un atout qu'il faut mettre en avant et qui est utilisé par les entreprises françaises. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut y aller en groupe ? Oui, il faut y aller en groupe. Pourquoi ? Parce que ça lève énormément de freins. Vous savez ce que c'est le premier frein que je rencontre, moi, quand je discute avec des entrepreneurs qui n'exportent pas ? Le frein numéro 1, et ça me paraît scandaleux de parler de ça au XXIe siècle, c'est « Ah ouais, mais je ne parle pas bien anglais ». Je dis « Mais tu veux que je te présente combien d'entrepreneurs chinois qui ne parlent pas un mot d'anglais et qui vendent dans le monde entier ?» On est capable de vendre même quand on ne parle pas bien anglais. Et si tu ne parles pas bien anglais et que c'est vraiment un stress pour toi, va au Canada, va en Afrique, des pays francophones, c'est pas ce qui manque. Et le temps de les parcourir, il te faut plus d'une vie. Donc vas-y quand même. Mais de toute façon, tu te rendras compte que l'anglais, au fil du temps, tu vas l'apprendre. Qu'un Français qui ne parle pas bien anglais, ça a du charme quand même. Et tout ça, on s'en rend compte en voyageant en fait avec d'autres entrepreneurs qui nous font cette démonstration-là, qui nous portent. Et on se rend compte finalement que tout ce qu'on peut réussir en France, on peut le réussir très facilement à l'international. Je voyais votre voisin. Je oui, veux bien dire sûr. un mot, parce que j'ai cité bon nombre de nos partenaires, mais j'en ai oublié 2, que sont Africa Links et Anima. Donc, comme je ne veux pas qu'ils soient... On va en revenir sur l'Afrique, comme ça vous pourrez les reciter, comme ça, voilà. Je voyais votre voisin, Laurent, donc... Stéphane, on disait finalement pas besoin de parler anglais. Enfin, peut-être que l'entrepreneur se met lui-même des barrières là où elles n'existent pas. Je rejoins Laurent. Dans de nombreux pays, nous sommes partenaires avec des acteurs locaux. Et c'est très important parce que ça lève des barrières. On ne connaît pas tout de tous les pays, on ne connaît pas toutes les cultures. On n'est pas tout le temps... le groupe CMA-CGM n'est pas tout le temps à 100% actionnaire des investissements qu'il fait dans le monde entier. Si on parle de la Chine, c'est un très bon exemple. Moi, j'étais en Chine il y a un mois. La plupart des clients que j'ai visités ne parlent pas anglais. Il y a toujours un traducteur à côté. Quand j'étais à Abidjan il y a 2 semaines, j'ai rencontré des Chinois qui sont basés là-bas, qui ne parlent pas un mot de français, pas un mot d'anglais non plus, et pourtant ils arrivent à faire leur business. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont noué des contacts locaux. Ils arrivent à se parler et on fait la même chose. Donc nous, quand on investit par exemple en Afrique, je vais prendre l'exemple du port de Lekki, le terminal de Lekki au Nigeria, qui est le plus grand port en eau profonde sur l'Afrique de l'Ouest. On n'est pas tout seul. On est à la fois avec des partenaires locaux, également chinois. Et donc tout ça fonctionne très bien. Ça nous donne une relation parfaite. On est en harmonie. On est dans un développement responsable. Et on parlait des talents très brièvement, mais là aussi, c'est là où on joue aussi notre rôle à l'international. Moi, j'ai envie de poser une question à Bernard Kridam, c'est sur le fait d'aller dénicher des marchés. Vous évoquiez le Brésil tout à l'heure. C'est vrai que peut-être un entrepreneur a le Maroc, en tout cas l'Afrique, parce qu'on n'est pas loin, les États-Unis, parce que ça fait toujours rêver de dire j'exporte aux États-Unis, la Chine, parce que c'est un très grand marché, mais d'aller comme ça dénicher des destinations qui ne sont pas forcément connues. Ça, c'est aussi important. Et les entreprises, comment elles réagissent à ça ? Est-ce que c'est elles qui vous disent « j'aimerais bien aller là, mais j'ose pas, est-ce que vous pourriez aller voir pour nous ?» Il y a une finalité sur les filières. Quand on va au Brésil, on a quand même une idée à peu près
clair des 2 ou 3 filières sur lesquelles on va travailler, en rappelant que le Brésil, qui vient d'être dépassé en population par le Nigeria, est le 4e pays le plus peuplé du monde. Quand on va récemment en Israël, on va pour travailler sur l'eau. Sur l'eau et sur les procédés que l'on peut utiliser, puisque aujourd'hui, l'eau est devenue un sujet national et la question se pose tous les jours. Est-ce bien normal de laver les rues de nos villages avec de l'eau potable? Il y a certainement quelque chose à faire. Et donc, il nous appartient d'être en veille sur ce qui se passe dans le monde, et c'est aussi une des activités essentielles de Business France qui nous accompagne sur le sujet, parce que Business France, avec ses implantations un peu partout dans le monde, est capable de nous rapporter de l'information sur ce qui se passe au-delà du choix de quelques entreprises qui disent à Business France qu'on voudrait faire une base en Europe. Mais Business France est aussi partout dans le monde à l'écoute des territoires pour nous raconter ce qui se passe. Et un petit mot sur l'anglais. On a adopté une nouvelle tactique. Écoutez bien, il y a un tips. Quand on parle français à un auditoire, il n'y a que les Français qui nous comprennent. Pour ma part, quand je parle anglais à un auditoire, il n'y a que les Français qui me comprennent. Donc on a choisi définitivement de leur parler en français. Puis après, ils se débrouillent pour comprendre ce qu'on leur raconte. Mais je confirme, par exemple, que les Chinois ne parlent pas anglais. En tout cas, pas le même que le nôtre, puisqu'on ne se comprend pas. Et qu'avec du français, et dans une délégation, il y en a toujours un ou deux qui parlent à peu près bien anglais. Donc on se débrouille. Mais effectivement, ce n'est pas une barrière, y compris dans les pays qui ne sont pas francophones. Peut-être une dernière question pour tous les trois, très vite, en une phrase, le conseil que vous donneriez à une entreprise qui veut exporter. Stéphane Courquin d'abord, et puis Laurent, et on finira par Bernard Klenhoff. Je vais revenir sur le mot audace. Il ne faut pas avoir peur. Et il faut se lancer. Voilà. Et il faut avoir confiance en soi et dans les partenaires qu'on va trouver dans les pays vers lesquels on va exporter. Merci. Laurent Cohen, allez, un conseil. Un mot, ce serait voyager, allez-y. Et vous mettrez peut-être des années à trouver le bon partenaire. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous en sortirez enrichi. Si ce n'est pas financièrement, au moins ce sera culturellement. Et c'est comme ça qu'arrivent les opportunités. Donc sortez du bureau et rencontrez du monde, même en France. Hein. Ça commence peut-être déjà par là, qui exportent. Bien sûr. Ouais. Allez, Bernard Klenhoff, le mot de la fin. Eh bien, c'est de dire à toutes nos... Alors, j'ai entendu qu'il y en a qui n'aimaient pas les termes. À toutes nos TPE et nos PME qui nous disent « l'export, ça ne me concerne pas », finir de leur faire comprendre, et on a des outils pour ça, en particulier le parcours sud de l'export pour les accompagner là-dessus, leur faire comprendre qu'elles sont toutes impactées potentiellement par un travail à l'export, qui n'est pas facile, qui demande du temps, mais il faut y aller et avoir cette audace dont ils parlent tous les deux. Merci beaucoup à tous les trois.